sommes lundi 2 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce premier numéro de cette émission. Grand point sur TPC Plus TV pour le compte de ce nouveau mois qui démarre. Ça a démarré bien évidemment par la fête du travail, raison pour laquelle, les travailleurs sont donc tout autour de moi ce lundi matin. Une journée également consacrée à la célébration de la liberté de la presse au plan international. Comme vous le savez bien, mesdames et messieurs, c'est bien sûr la première rubrique Vox Populi qui nous installe. Et avec la permission de la réalisation, mesdames et messieurs, voici la virgule qui nous installe. La rubrique Vox Populi de ce lundi 2 mai 2022 va s'intéresser à la rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, avec les centrales syndicales et le patronat la semaine écoulée. Une rencontre au cours de laquelle le SMIC a été revu donc à la hausse de 40 000, c'est donc passé désormais à 52 000. À la fin de cette séance, mesdames et messieurs, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens aussi bénéficiaires de cette réforme qui se prononcent. Suivons ici leurs impressions. Mes impressions sont bonnes dans l'ensemble parce que d'abord, j'ai beaucoup aimé la volonté du chef de l'État. D'abord, la volonté du chef de l'État de vouloir étendre, c'est-à-dire de vouloir faire passer de 9 à 12 mois la rémunération des AME est bien réconfortante et très bien accueillie par cette catégorie du personnel enseignant. Dans le même temps, les AME souhaitent que cela ne soit pas de 20 mots, que le chef de l'État fasse cela saper date concrète. Pourquoi ne pas déjà commencer à partir de juillet 2022 ce prolongement, c'est-à-dire puisque le mois de juillet est le mois de calvaire, le mois où commence le calvaire des AME. Ils sont sans salaire du juillet jusqu'en septembre. À côté de cela, vous avez parlé du SMIC. Le SMIC, j'ai beaucoup apprécié aussi cela, même si ce n'est pas encore ce que voulaient les centrales syndicales. Passer de 40 à 52 000, on peut applaudir, on peut acclamer, parce que quand on parle du SMIC, c'est-à-dire, c'est ça qui reflète le niveau de vie sociale d'un peuple ou d'une population. Donc, notre SMIC était à 40 000, c'est-à-dire le plus bas salaire était à 40 000. Aujourd'hui, que ça quitte 40 à 52, c'est un exploit qu'il faut vraiment remercier et encourager. En tant que citoyen, cette séance est venue à point nommé. Nous en avons tellement besoin. Ce n'est pas seulement les travailleurs, mais presque tous les Béninois en avaient besoin. Puisque quand les travailleurs touchent les salaires, la population sent ça. Donc c'est pourquoi je salue l'initiative du chef de l'État, qui est un bon père, qui a choisi partager, communier avec les centrales syndicales et les centrales syndicales pour qu'ils puissent s'entendre et parler le même langage pour satisfaire peu à peu les travailleurs qui aujourd'hui étaient à 40 000, qui aujourd'hui se retrouvent peut-être à 52 000. C'est salutaire. Mes impressions sont très bonnes suite à cette rencontre tant attendue par les Béninois, et parce que les mesures qui ont été prises ont émerveillé tout le peuple béninois, en particulier moi-même, parce que le relèvement du SMIC béninois, c'est quelque chose qui date de longtemps. Et au cours de cette rencontre, le chef de l'État a pris la décision de relever ce SMIC jusqu'à 52 000 francs. Vous voyez, non? Donc c'est quelque chose de très important. Et ce qui m'a encore impressionné, c'est que c'est un relèvement équitable. Ce n'est pas égal où on va dire tout le monde a un relèvement de taux au même niveau. Donc c'est un relèvement équitable où les bas salaires auront un relèvement à un taux un peu plus élevé.
À l'instant, l'impression de quelques citoyens de la ville de Porto Novo sur la rencontre du chef de l'État avec les centrales syndicales et le patronat. La condition des travailleurs continue donc d'être revue pour le bien-être de tout un chacun de nous en République du Bénin. C'était donc Vox Populi. À présent, les débatteurs vont s'installer. La virgule, mesdames et messieurs, voici ce que ça donne avec Félicien Bono, la réalisation. Retour en studio pour le débat ce lundi 2 mai 2022. Ils sont déjà tous présents avec moi, les débatteurs. Bon, les visages que vous connaissez peut-être, pas trop bien. Achille Padonou, bonjour. Bonjour, M. Mathieu. Ils vous connaissent. Regardez dans votre caméra. Ils vous connaissent certainement. Oui. Aujourd'hui, on est 2 mai, la journée de la presse, de la célébration de la liberté de la presse aujourd'hui. Vous êtes journaliste, web activiste. Dis-moi ce que cette journée vous rappelle. Est-ce que la presse est véritablement libre au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Merci aux amis internautes de TPC Plus TV. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour cette journée, je me voudrais d'abord saluer la mémoire de nos aînés, ceux qui ont combattu, ceux qui ont lutté fort pour que la presse ait, à la date d'aujourd'hui, cette liberté que nous le reconnaissons. Je voudrais saluer vivement la mémoire de ces personnes. Je voudrais également saluer les autorités de notre pays, ceux qui font de leur mieux, parce que c'est difficile, surtout aux autorités en tant que politiciens, ceux qui sont à la gestion, de permettre à leurs citoyens, de permettre aux journalistes de s'exprimer librement, de porter la voix de la population pour dénoncer par moment, lorsque ça ne va pas, les faits et les actions de ces dirigeants-là. Et aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, nous pouvons constater que la presse a sa liberté et chacun essaie de s'exprimer de sa manière, sauf qu'il y a des règles. Comme dans tout domaine, il y a des règles qui... Nous y reviendrons peut-être après, ce n'est pas l'essentiel du débat ce matin. Alors, Jérôme Fadonungo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à cette invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Achille disait à l'instant que les autorités permettent, oui, aux journalistes de dénoncer. Est-ce que c'est seulement dénoncer? Nous apprécions également parfois. Oui, c'est ça. On alerte aussi. Les journalistes apprécient. Les journalistes informent, comme vous venez de le dire. On éduque. C'est ça. Les journalistes éveillent la conscience de la masse populaire. Donc les journalistes jouent un grand rôle et la liberté de la presse, elle est vraiment fondamentale et elle participe vraiment à la consolidation de la démocratie. Et selon moi, la presse, elle n'est pas totalement libre et au même moment, elle est libre parce que tout dépend du contexte et du vécu de chacun de nous qui sommes les professionnels des médias. Donc c'est un peu ça. Et je souhaite une très bonne célébration à tous les journalistes du monde entier en général et ceux du Bénin en particulier. Merci Jérôme Fadonungo. Mesdames et messieurs, Félicien Bono avec Guillaume Okanri sont donc à la caméra et à la réalisation. Nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce débat de ce jour, permettre rapidement au commandant Rocky de nous installer. Quelle est la couleur de l'eau? C'est ce qu'il demande aujourd'hui à ses internautes. Voici ce que ça donne, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va bien. Chez moi, ça va très bien. Bienvenue sur votre télévision TPC+, et bienvenue sur votre émission préférée, Micro-trottoir, No Limites. Je suis le commandant Rocky. Nous sommes dans la commune d'Adjohun, précisément à Azaouelissé, pour un nouveau numéro et pour une question. L'eau à quelle couleur? Guillaume, allons-y. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Dites-moi, selon vous, l'eau à quelle couleur? Selon moi, depuis des millénaires, l'eau a la couleur bleue. Dites-moi, l'eau à quelle couleur? Couleur bleue. Couleur? Depuis les millénaires, oui. L'eau est appelée comme l'eau bleue. Dites-moi, l'eau à quelle couleur? L'eau. L'eau a une couleur, parfois une couleur verte.
Au moment où ça ne coule pas. Quand ça ne coule pas, ça a une couleur faite. C'est normalement, c'est quelle couleur de nature? Et on peut dire la couleur blanche. Dis-moi, l'eau a quelle couleur? Blanc. L'eau a couleur? Blanc. Dites-moi, regardez dans la caméra, dites-moi, l'eau a quelle couleur selon vous? L'eau a de couleur brun. Dites-moi, l'eau a quelle couleur selon vous? Selon moi, l'eau a la couleur blanche. Face à la question, quelle est la couleur de l'eau? Certains ont dit couleur bleue, d'autres par contre ont dit couleur blanche. Mais dites-moi, entre vous et moi, c'est quoi la couleur de l'eau? Je crois bien que l'eau est incolore. L'eau n'a pas de couleur. Mais si vous avez d'autres réponses à cette question, répondez dans les commentaires à suivre pour avoir l'eau. Un don sur TPC+. J'étais commandant Rocky pour vous servir. Rendez-vous, abonnez-vous pour notre prochain numéro. À tout à l'heure. Et voilà, mesdames et messieurs, Achille Padonou, la couleur de l'eau, la couleur parfois c'est verte, la couleur parfois c'est blanche. Autant de nos anciens parents, c'est ce que les gens ont répondu. Vous avez donc suivi ces réactions. Pour l'instant, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est le système communicationnel de certains acteurs politiques à l'approche des joutes électorales. Ça se passe au Bénin, également dans d'autres pays de l'Afrique, peut-être, on ne sait pas encore, puisque nous ne sommes pas encore allés dans l'autre côté. Est-ce que c'est la meilleure formule, mesdames et messieurs, pour se faire élire? C'est la réponse à cette interrogation qui fera donc le menu de ce débat aujourd'hui. Et ils sont déjà bien présents, vous les avez déjà écoutés tout à l'heure sur la journée de la presse. Achille Padonou, journaliste et web activiste avec leur veuve, mesdames et messieurs, ils savent véritablement dénoncer comme il a dit à l'instant. Jérôme Padonou en face de lui est également dans le même rôle. Ah oui, on informe, on éduque, on dénonce, on apprécie aussi, il n'y a pas de souci à se faire n'importe comment. Achille Padonou, nous allons toujours commencer par vous. À l'approche des joutes électorales, nous les reconnaissons, on les sent sur le terrain. Est-ce que vous faites le même constat que tout autre Béninois? C'est malheureusement le constat que la majorité, pour ne pas dire le peuple béninois, fait à l'approche de chaque élection dans notre pays. Quelles sont vos impressions, vos analyses face à cette situation? Merci, monsieur le journaliste. Comme on le dit souvent chez nous, les gens pensent que la politique, c'est du mensonge. La politique, c'est de la tromperie. La politique, c'est tout ce que nous le reconnaissons aujourd'hui au Bénin. Or, ça ne devait être pas le cas. La politique, c'est la gestion de la cité. C'est l'ensemble des techniques et stratégies et actions à mettre en œuvre pour faire développer la cité. Mais aujourd'hui, dans notre pays, pour ne pas dire en Afrique, les gens ont pris la politique, excusez-moi, comme un jeu de dupe, un jeu d'abus de confiance, je dirais. Pourquoi? Parce que il faut attendre d'abord la veille des élections pour se montrer généreux. Ce que j'appelle les généreux circonstanciels. Vous le disiez à l'instant dans les coulisses. Les généreux circonstanciels. Il faut attendre la veille des élections pour se montrer généreux envers la population, les mandants. Et il suffit juste que ces gens soient élus. Le lendemain, on ne les voit plus. Des pauvres sont dans nos quartiers. Les indigents, les personnes vulnérables sont toujours là à nos côtés. On ne se soucie jamais d'eux. Mais il faut attendre peut-être la veille des élections, de chaque élection, qu'elle soit communale, législative, même présidentielle, pour se montrer généreux envers ces personnes. Et c'est à cela que nous assistons chaque jour dans notre pays, pour ne pas dire en Afrique. Et c'est vraiment désolant. Ce n'est pas du tout la peine. Jérôme Padonou, sur la question, selon Achille Padonou, ce n'est pas la peine, ce comportement de la part des politiques. C'est vraiment désolant le constat qui se fait sur le terrain. On demande de parler un peu plus haut, les réalisateurs. C'est vraiment désolant ce que nous constatons sur le terrain. Et comme cela a toujours été le cas, nous sommes à la veille d'une élection, celle législative. Et chacun veut montrer sa générosité envers les mandants. Et au même moment, ils veulent montrer qu'ils sont
très forts dans leur zone, dans leur circonscription respective, alors que tel n'est pas le cas. Et ce qui fait un peu mal, c'est l'apport, l'accompagnement des professionnels des médias, ceux qui devraient normalement éveiller les consciences, ceux qui devraient dire réellement la vérité, ceux qui devraient dire ce qui est. C'est leur accompagnement, leur apport qui fait un peu mal dans tout cela. Sinon, un élu, que ce soit maire, mais nous sommes à la veille d'une élection législative et ici, il s'agit des députés. Et un parlementaire, même si son rôle est de contrôler l'action du gouvernement et aussi de voter des lois au profit de la population, chaque parlementaire devrait normalement rendre compte à ses mandats. C'est ça normalement. Mais chez nous, on ne le constate pas. C'est à la veille des élections qu'ils sont là, alors qu'ils devraient chaque fois, de façon périodique, rendre compte au mandant. Dire c'est comme ça, ça évolue. Nous voulons voter une telle loi. Une telle loi a été votée. Et la loi, il y a tel avantage pour vous, les populations, pour vous qui nous aviez envoyés là-bas. Mais on ne constate pas ça. Il a fallu qu'on programme une élection avant qu'ils ne prennent en assaut les communes, les villages pour montrer leur générosité et pour se vendre cher, pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc ce n'est pas une très bonne manière de vouloir se faire élire à travers les médias ou de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Jérôme Fadonumbo, c'est dans ce méli-mélo qu'on constate aussi que d'autres peuvent intimer l'ordre aux professionnels des médias de l'angle de traitement d'un reportage ou bien d'une activité, par exemple. Oui, c'est vrai ce que vous dites, nous le constatons souvent, parce que quelqu'un qui a déboursé, qui a fait sortir de l'argent, qui a voulu construire son image, peut toutefois demander à un professionnel de médias de créer ce qui l'arrange, de le vendre cher aux yeux des responsables des partis politiques, ou aux yeux du chef de l'État, ou du moins tromper la vigilance des populations. Mais il revient à chaque journaliste ou communicant, peu importe celui par qui les politiques peuvent prendre, il revient à chacun de prendre conscience, de savoir que ce qu'on veut dire, ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut quand même mettre à la disposition de l'opinion publique, ça répond réellement à la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un politique qui a la capacité de réunir 50 personnes dans une circonscription donnée ne doit pas demander à un professionnel de médias de dire que lui, il est capable de réunir 4000 personnes ou 5000 personnes. Eh bien, si le Gombo remplace les 3000 et quelques... c'est ça, et c'est là où j'en venais. Au fait, chacun doit quand même prendre conscience et ne pas faire des choses qui vont rester sur sa conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, professionnels des médias, ne devons pas être à la base du malheur de nos parents, de la population. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous faisons passer des gens qui n'ont pas une grande valeur, si on les fait passer pour des gens de grande valeur, des gens qui ont une notoriété incontournable, des gens qui sont tellement forts dans leur circonscription, si ceux-là, par malheur, la population ou du moins la grande masse écoute ou la grande masse suivait l'orientation donnée à la communication ou orientation donnée par les communicants pour tomber dans ce piège, cela ne donnera pas ce qu'on veut réellement. Cet élu ou bien ce futur parlementaire ne va pas répondre réellement, concrètement à l'aspiration de ses mandats, à l'aspiration de la population. C'est pour cela, moi je vois que c'est il s'agit là d'une question de prise de conscience. Et l'on ne doit pas faire des choses qui sont contraires en premier à la morale, oui, et qui ne respectent pas les lois de la nature, des choses qu'on ne doit pas regretter après.
puisque le malheur ou la souffrance de ces mandats ou le regret de ces mandats resteront toujours sur la conscience de ces professionnels des médias ou de ces communicants qui ont à un moment donné trompé la vigilance de ces derniers. Voilà. Assil Padonou, l'homme Oui, monsieur. mangera la sueur de ses fronts, c'est ce que dit la Bible. Et un journaliste rencontre un acteur politique qui veut que le communicant en question là, travaille un peu pour sa visibilité. Il y a un péché, comme le soulignait à l'instant Jérôme Padonou. Soyons un peu honnêtes. Hein? C'est un peu difficile de pouvoir faire la part des choses dans ce sens. Parce que le journaliste, l'homme des médias est après tout un commercial. Et pour qu'un organe puisse exister dans le temps, il va falloir qu'il ait les moyens. Si je prends l'exemple de votre cadre ici, de votre entreprise ici, TPC, c'est celui qui vous invite. Sans les moyens, vous ne pouvez pas exister. Si vous décidez de beaucoup vous mettre au service de la population, vous allez fermer les portes d'ici là. Parce que quoi? À force de dire la vérité, à force de jouer convenablement votre rôle, vous risquez d'être mal vu. Il faut mentir. Non, c'est pas ça. Après, le mois de Ramadan vient de finir. Hein? Oui, c'est pas que nous appelons, nous appelons nos confrères à mentir. Non, c'est la réalité du terrain. C'est difficile. C'est difficile pour nous parce que quoi? Aujourd'hui sur le terrain, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que les politiciens aujourd'hui prennent la politique comme un domaine de prédilection de mensonge où il faut tromper la vigilance de tous. Eux, dans leur rôle, ils cherchent à tromper leurs leaders, c'est-à-dire les responsables de leur parti. Mais qui ne sont pas ici. Qui ne sont pas ici, voilà. Donc, pour que les responsables de leur parti aient le retour de ce qui se fait sur le terrain, il va falloir qu'ils fassent appel, c'est-à-dire nos politiciens de base, fassent appel aux hommes des médias que nous sommes. Vous voyez, non? Donc, celui qui n'avait pas de notoriété sur le terrain, celui qui ne se souciait même pas de la population à la base, de ses militants, il va attendre la veille des élections pour pouvoir commencer par faire des activités. Il t'appelle en tant qu'homme de médias. Tu es obligé de le servir. Tu es obligé de le servir, mais comme le disait Jérôme Fadongo tout à l'heure, oui. il nous revient en tant qu'homme de médias de mettre un peu de professionnalisme dans ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on leur dit toujours que c'est celui qui a la farine qu'appartient la pâte. Oui, ça, c'est la langue de chez nous. C'est la langue de chez nous. Voilà. Donc, c'est lui qui vous a invité. C'est pas celui qui t'a invité. Tu ne viendras pas sur l'activité de celui qui t'a invité pour pouvoir relever les défauts qui constituent... Est-ce que c'est ce que dit Jérôme? Non. Pas relever ses défauts. Mais... Voilà, mais la personne t'appelle. Voilà un peu la face. C'est un peu difficile. C'est pourquoi, si nous parlons de la liberté de la presse, je dirais plutôt que au niveau supra, c'est-à-dire au niveau de l'État central, la presse est un peu peut-être libre. Mais au niveau des politiciens, la presse n'est pas du tout libre. Ah bon? Il n'y a pas du tout de la liberté de la presse au niveau des politiciens parce que ce sont eux, dans la majorité des cas, qui donnent la ligne de conduite, l'angle de traitement de l'élément. Vous voyez, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Celui qui n'a pas la capacité de mobiliser, de parler à 10 personnes, vous appelle et réunit les gens qu'il est en train de tromper. La population que lui il est en train de tromper, et vous appelle pour que vous l'aidez maintenant à tromper les responsables de son parti. Il se sert de tromper ici, là, pour tromper encore. Pour tromper encore en haut. Et c'est dans ce rôle, nous sommes sur le terrain. Et s'il y avait un accompagnement, je dirais, du gouvernement, de l'État central, je pense que la presse serait beaucoup plus libre de ses activités parce que la presse dépend aujourd'hui pas mal de ces politiciens-là. Vous voyez, non? Mais si le gouvernement pouvait faire des actions pour pouvoir accompagner, appuyer les hommes des médias, ils auront des moyens nécessaires pour pouvoir jouer convenablement leur rôle. C'est une doléance. Essayez de capitaliser ça pour vos mots de conclusion de ce plateau. Merci. L'autre constat qui se fait sur le terrain, c'est qu'il y en a qui sont peut-être dans les grandes villes du Bénin, mais à travers les réseaux de communication, les médias et tout, font croire au grand nombre, sinon à la masse, qu'ils sont tout le temps présents sur le terrain, alors que rare fois ils viennent rencontrer la population là-bas, c'est-à-dire par les organes de presse, les médias et tout. Ils font une communication aussi dosée pour faire croire que, bon, ils sont présents chez eux, alors qu'ils ne sont pas. C'est pas le cas.
Effectivement, monsieur le journaliste, c'est le constat amer que nous faisons sur le terrain. Les politiciens d'aujourd'hui, excusez-moi si vous me permettez, sont d'une nature que je n'arrive pas à comprendre. C'est peut-être si c'est la politique, ça fait partie des règles de la politique de chez nous, je ne sais pas. Il faut attendre toujours la veille des élections pour se faire passer comme ce saint, comme le plus saint, celui qui est au contact de la population, celui qui se soucie de la peine de la population. Je prends l'exemple de nos députés. Leur rôle, c'est de faire chose là. De contrôler l'action du gouvernement. De contrôler l'action du gouvernement, de prendre des lois. Proposition de loi tout à l'heure. Oui. Mais combien parmi eux, je prends l'exemple de ceux qui sont là actuellement, combien parmi eux a déjà fait le pas vers la population? Je ne dis pas les méli-mélos que nous rencontrons ces derniers temps. Combien parmi eux ont déjà pris l'engagement d'aller vers la population pour leur dire, nous venons de voter cette loi. Et voilà vos avantages, les inconvénients qui sont dans cette loi. Vous devez vous méfier à ce niveau. Aucun. Bon, si je prends peut-être dans notre zone ici, je n'ai vu personne faire cet exercice pendant 3 ans. Et on attend la veille des élections maintenant. C'est partout, même du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est le constat. On attend la veille des élections pour se faire positionner parce que c'est à la veille de ces élections qu'il y a un gros challenge. Un gros challenge à la base et un autre en haut, au niveau de leur parti. Au niveau de leur parti, chacun veut tirer l'attention des responsables vers soi afin d'être repositionné pour un autre mandat. À la base, pour montrer, on se sert de la base pour atteindre le premier objectif dont je viens de parler. C'est-à-dire, on réunit les gens par circonstance et on leur dit, bon voilà, nous sommes venus. Et la dernière actualité, c'est la LEI. Oui. Et les politiciens doivent normalement saluer le président Patrice Talon pour cette initiative, pour cette réforme de la LEI. Parce qu'ils en ont vraiment profité, que le chef de l'État... Jérôme, ils en ont profité, mais la consigne est venue du ROD d'abord. Ce n'est pas une initiative que les acteurs politiques à la base ont pris eux-mêmes. Est-ce que vous avez fait le constat? Parce qu'on les entend dire que c'est une consigne de la direction de notre parti et tout. Vous avez fait le constat? Oui, c'est ce qui se dit, c'est ce que ces politiques disent. Il reste à savoir parce que nous autres, nous ne sommes pas membres de ces partis politiques. Nous sommes aussi comme les populations qu'ils viennent rencontrer. Donc, c'est ce qu'ils nous ont rapporté. Reste à savoir si c'était le cas. Mais ce qui est un peu triste dans tout cela, l'on n'avait pas besoin de faire cet tapage autour de cette activité ou du moins autour de cette réforme. Puisque c'est une réforme qui est d'ailleurs saluée par tout le monde. Et la population aussi, elle est consciente que c'est un instrument de développement, ce qui se fait. Donc, on n'a pas besoin de le faire de cette façon. Et même si c'était une consigne des partis politiques, si réellement c'était les partis politiques qui les avaient envoyés, là, je vois que les partis politiques, même, ont mal fait d'envoyer ou bien de les envoyer de cette façon. Mais ils n'ont pas cette idée. Ils ne sont pas inspirés. Il faut aller sensibiliser. Non, monsieur Mathieu, si vous me le permettez. Allez-y quelques secondes. Si c'est un parti politique, je prends l'exemple d'un parti lambda qui envoie ses militants ou bien ses responsables à la base à la sensibilisation. Les actions devaient être de façon concertée, c'est-à-dire ensemble de groupes. Si on vient dans la commune de Semek-Podim, par exemple, maintenant, on peut dire le parti Union Progressiste veut sensibiliser la population. Et c'est ensemble, c'est le bureau communal qui décide de ça. Ou bien c'est le bureau départemental qui décide. Mais contrairement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est chaque individu qui se lève, qui va sur le terrain et fait des actions et dit qu'il est en train de sensibiliser. Vous voyez, c'est le constat. Mais c'est à ce moment, à ce niveau, on se demande, est-ce nos partis qui sont si désorganisés aujourd'hui au Bénin, ou bien, contrairement à ce qu'on nous fait croire, les partis ne les ont pas envoyés en mission sur le terrain. C'est là où j'en venais. Ok, continuez. Aller sensibiliser les gens de façon dispersée prouve et cache beaucoup de choses. Je vais m'expliquer. Allez-y. Au fait,
ces leaders qui sont sur le terrain, qui prennent en assaut nos communes, nos villages, ils ne sont pas là, ils ne travaillent pas pour le parti, ni pour la visibilité des actions du chef de l'État. Mais ils sont en train de faire tout cela pour tromper la vigilance de 3 catégories de personnes. La vigilance du chef de l'État même, des responsables des partis politiques et de la population à la base. Parce que chacun veut montrer réellement que lui, il est soucieux de l'évolution ou bien de la réussite des réformes du chef de l'État. C'est le niveau 1. Mais ils expliquent, oui, le niveau 1, mais ils expliquent à la population le bien fondé, les avantages qui sont liés à la LEI, au RAVIP et tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si cela devrait être fait et bien organisé, on devrait le faire, chaque parti politique devrait quand même désigner ses responsables et ils vont le faire en groupe. Comme l'a dit Achille tout à l'heure. Comme l'a dit Achille tout à l'heure. En fait, l'individu ne devrait pas venir dire la même chose, faire avec lui ses militants que lui maîtrise, et l'individu Y aussi viendra le faire avec ses militants que lui-même il maîtrise dans un même parti. Donc ça pose déjà problème. C'est pourquoi j'ai dit ces gens-là sont en train de travailler pour leurs propres intérêts. C'est quoi? Montrer au chef de l'État que eux ils sont là, ils travaillent pour la visibilité de ces réformes, et montrer aux responsables de parti que eux ils sont incontournables chez eux, ils ont la force. Et pour réussir cette mission, ils mettent aussi dans leur jeu les professionnels des médias, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et la population à la base, bon, elle est là. Ce qui fait un peu mal, c'est le taux d'analphabétisme qui cause tout ça. La population n'arrive pas à faire la part des choses. Et qui peut mieux nous représenter, qui peut quand même défendre nos intérêts, la population ne maîtrise pas trop ça. Donc, ils sont dedans comme ça, et comme d'habitude, à la veille de chaque élection, les bons samaritains sortent et font le tour de nos villages, de nos agglomérations. Et on le constate déjà. Donc, on ne devrait pas attendre la veille des élections avant d'aller sur le terrain, même parler des réformes du chef de l'État. Parce qu'ils sont là. Nous sommes en train de parler des parlementaires. Ces parlementaires sont là depuis 3 ans, disons bientôt 4 ans. Mais ils n'avaient pas fait cette démarche. Et le chef de l'État n'est pas élu il y a 3 mois. Non. Il était élu depuis. Il faisait ses réformes. Mais ceux-là, au-delà de ce qu'ils devraient faire, contre l'action du gouvernement, voter des lois au profit de la population, mais ils ne sont jamais venus sur le terrain parler des réformes. Même si cela n'était pas de leur ressort là. Ils ne l'ont jamais fait. Mais la reddition des comptes là, c'est nécessaire. C'est important. Ça s'impose à eux. Mais dans ma circonscription, la 20e par exemple, je n'ai pas fait ce constat. Parce que j'y suis. J'ai passé presque les 3 ans là dans la circonscription. Mais je n'ai pas fait ce constat. Aucun des élus, aucun des parlementaires n'a réuni les populations d'une commune ou d'un village pour dire nous sommes en train de faire le chef de l'État que nous accompagne, puisqu'ils sont tous de la mouvance. Le Parlement que nous avons aujourd'hui, c'est un Parlement monocolore, comme les gens ont l'habitude de le dire. Donc, c'est la mouvance. Il y a l'Union progressiste et le Bloc républicain. Mais si ceux-là devraient jouer le rôle qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui, si ce n'est pas un jeu d'intérêt personnel et parfois égoïste, ils ne devraient pas attendre la veille des élections avant de parler. La LEI ou bien RAVIP, ce ne sont pas les seules réformes du chef de l'État qui vont dans l'intérêt de la population ou bien des mandants. Achille, pardonne-nous, ce n'est pas la LEI, ce n'est pas le RAVIP, les seules réformes du chef de l'État, mais ceci va plus dans l'intérêt de ces populations, parce que si tu n'as pas la LEI, tu ne votes pas. Ça va beaucoup plus, je dirais, dans l'intérêt des politiciens, de nos politiques. Donc, parce que sur le terrain, la communication elle est directe. Allez vous faire enregistrer au RAVIP et à la LEI afin de pouvoir voter lors des prochaines élections. Rares sont ceux qui, parmi eux, arrivent à expliquer même à la population qu'au-delà des élections, au-delà des cadres de l'État que la population prendra, il y a également les services sociaux de base. Et ces avantages-là qui attendent la population. Rares sont ceux-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis la LEI, le RAVIP, ça avantage beaucoup plus dans ces circonstances maintenant les politiques
que la population à la base. À la base. Nous sommes presque à la fin de ce débat ce lundi. Votre mot de conclusion. Je n'aime pas dire mot de fin parce que non, on peut encore se retrouver demain par la grâce de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je salue les amis internautes de TPC+. Et je demanderai à nos confrères, aux professionnels des médias, de réellement faire la part des choses, même devant l'argent. Il ne faudrait pas que nous posons des actes, il ne faudrait pas que nous soyons à la base du malheur entre griffes des populations. Il ne faudrait pas que nous soyons à la base du regret ou bien de la souffrance de nos parents qui nous entourent. Faisons vraiment la part des choses, même si nous ne pouvons pas dire à 100% la vérité, parce que nos structures ont besoin aussi des moyens pour quand même bien évoluer, pour rouler comme cela se doit. Nous sommes d'accord. Mais n'exagérons pas. Faisons les choses dans les normes pour quand même montrer à la population la bonne voie, même si ce n'est pas la voie réelle. Même si ce n'est pas la meilleure. Même si ce n'est pas la meilleure, faisons quand même. Il ne faudrait pas que ce soit nous qui les conduisons dans ces erreurs. Dans ces erreurs. Merci. Merci, Jérôme Fadonumbo. Achille, pardonne-nous 30 secondes. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci aux amis internautes de TPC Plus TV. C'est l'occasion pour moi d'exhorter, d'adresser ma doléance au chef de l'État, au gouvernement, afin qu'il puisse aider davantage. Je sais que le gouvernement est en train de faire de son mieux pour donner l'autonomie à la presse béninoise, mais c'est l'occasion pour moi d'exhorter le chef de l'État, le président Patrice Talon, d'aider davantage les hommes de presse afin que la presse soit réellement libre de ses opinions, de ses analyses. L'autre chose, je voudrais inviter les confrères à beaucoup plus de professionnalisme, parce que, comme nous le savons tous, pour nous qui avons étudié tout au moins les règles de la communication, il y a la déontologie qui est là, les exigences, et il va falloir que nous puissions essayer de faire l'essentiel pour être en phase avec la déontologie, parce que c'est l'essentiel en communication, la déontologie de la presse. La déontologie de notre milieu, de notre métier, c'est le plus important et nous devons travailler pour ça. Nous avons une image, nous avons un nom à sauvegarder. Il ne faudrait pas que demain, on nous dise que c'est lui ça, c'est lui ça, c'est lui ça. Merci à vous. Merci Achille Padono. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, les débatteurs en studio aujourd'hui ont donc opiné sur cette question. Le système communicationnel de certains acteurs politiques à l'approche des élections et des joutes électorales, est-ce que c'est la meilleure formule pour se faire élire? En tout cas, les réponses ont été variées et vous en avez eu pour votre compte. Le rôle d'un journaliste, mesdames et messieurs, c'est d'informer, éduquer et distraire. Nous y sommes, mesdames et messieurs, et nous souhaitons bonne fête à tous les professionnels des médias, que ce soit au niveau national au Bénin, en Afrique et dans le monde. Cette émission se poursuit, chers débatteurs, restez un peu avec moi pour la suite. La première page de l'émission Grand Point sur TPC Plus TV ce lundi 2 mai 2022 c'est donc refermé pour laisser place à la deuxième. La deuxième, c'est bien évidemment la page invitée. Nous allons demander à la réalisation de nous installer avec ce qu'il annonce comme d'habitude. Mesdames et messieurs, la page invitée de l'émission Grand Point de ce lundi, le premier numéro d'ailleurs pour le compte de ce nouveau mois qui démarre sous de bons auspices, va faire un peu de recul pour retrouver Madame Jérônime Bokovu, la secrétaire exécutive de la commune d'Adjoum, qui à son installation a prononcé un discours qui appelle les uns et les autres à un travail collégial pour le développement de la commune d'Adjoum. Voici ici Jérônime Bokovu à son installation dans la commune d'Adjoum. Son Excellence le Président Patrice Talon, voulant impulser une nouvelle dynamique à nos communes pour les mettre au pas, en commun accord avec le législateur,
a engagé des réformes structurelles significatives à travers la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Les dispositions de cette loi ont prévu un secrétaire exécutif de mairie. C'est ainsi qu'à la fin d'un long processus soigneusement piloté par la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, sous la supervision du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a abouti à la nomination de ma modeste personne en tant que secrétaire exécutif de la mairie d'Adjoum. Mesdames et messieurs, nous avons donc la lourde mission, avec tous les autres cadres de la mairie, tout le conseil communal, avec à sa tête Monsieur le maire, a conduit la gestion de la commune d'Adjoum dans le respect strict des réformes opérées par le chef de l'État. Et sur ce terrain, nul ne sera de trop. Je voudrais donc compter sur chacun de vous, du plus petit au plus grand, pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi de faire de notre commune l'une des meilleures en gouvernance locale. Je voudrais remercier le président Talon pour toutes les actions courageuses entreprises au profit de notre pays et vous rassurer de mon engagement à travailler pour l'honorer en tant que femme à qui il fait si confiance et promeut au jour le jour. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les autorités ayant conduit ces réformes. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que les portes de mon bureau sont ouvertes à toutes vos préoccupations, allant dans le sens de l'amélioration de nos services et de la satisfaction de nos populations. Je ne saurais finir sans demander à Madame le Préfet son soutien permanent pour mener à bien cette mission républicaine. À vous, mes parents et amis, vos conseils et prières m'accompagneront. À l'instant, c'est Jérôme Bokovo, la secrétaire exécutive de la commune d'Adjoum, alors qu'il prenait service dans l'après-midi d'un vendredi à la salle de délibération de la commune d'Adjoum. Assil Padono, vous y étiez. Oui. Pour être l'un des éléments de la maison, ça évolue bien depuis la prise de service, j'espère. Oui, depuis la prise de service de la nouvelle secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoum, oui. Tout va de façon très normale. Il y a l'ambiance, rien n'a changé pour un citoyen de la commune, c'est-à-dire rien n'a changé, tout va de façon très normale. J'ai pas envie de dire que vous l'attachez de près du maire, j'ai pas envie de le dire. Est-ce que je l'ai dit même? Jérôme Fadonoubo, vous avez suivi la SE qui souhaitait à ce que le travail soit fait de façon collégiale pour le développement de la cité. Oui, je l'ai très bien suivi et j'ai compris que c'est la meilleure méthode, c'est la meilleure option qu'elle a prise au début. Parce qu'il faut quand même une synergie d'action entre la SE qu'elle est aujourd'hui pour la commune d'Adjoum et les agents de la mairie, les élus communaux et même les populations. Donc j'ai compris qu'elle a bien vu et je ne vais pas la féliciter, mais j'apprécie quand même cette cette option qu'elle a prise. Mesdames et messieurs, le prénom endogène, c'est juste après cette virgule. Kwenayon, qui signifie en français la maison sera bonne. C'est ça, Achille, l'explication. Effectivement, la maison sera bonne. Les Français peuvent donner ce nom à leurs enfants, les Européens. Oui, normalement, nous en Afrique, nous prenons leur nom, nous donnons leur nom à nos enfants. Ici, on se donne leur nom. C'est de la même manière, ils peuvent prendre nos noms. Nos noms sont beaucoup plus remplis d'énergie positive. Et si
c'est l'exemple de certaines personnes qui ont pris la décision ici en Afrique et au Bénin de ne qu'avoir les noms indigènes. A-t-il pas donné un prénom endogène? Oui. Dites-moi. Midomiton. Midomiton. Qui veut dire dites pour vous. Chacun a qu'à dire pour lui. Voilà. Évitez de parler, de mettre la bouche dans l'affaire des gens. Jérôme Fadonumbo. Oui. Naturellement, les frères ont leurs prénoms qui leur sont propres. Tu peux tenter de dire Zinsou par exemple. Oui. Est-ce qu'il est... Il est Zinsou? Bon, pour moi. J'ai trouvé la bonne réponse. Alors, Houenayon à l'instant, dites-nous. Oui, Houenayon, comme vous venez de le dire, littéralement, c'est la maison sera bonne. C'est ce qu'ont expliqué, c'est ce qu'on peut comprendre du prénom Houenayon. La maison sera bonne. C'est ce qu'on peut comprendre. Donc les gens peuvent donner ce prénom à leurs enfants. Bon, c'est un prénom porteur d'espoir. Oui, c'est un prénom porteur d'espoir parce qu'on est en train de dire, peut-être à l'instant où ce nom a été donné, c'est qu'il y a eu des difficultés, où tout n'allait pas bien, où on était déjà, ceux-là étaient déjà au bord, ils sont quand même désespérés. Mais dire Houenayon, cela voudra dire que bon, la maison sera bonne, donc il y a encore d'espoir. C'est pour quand même se donner de l'espoir, donc c'est un nom que moi j'apprécie, c'est un nom positif qui peut quand même amener des gens à se donner, à avoir le courage d'aller de l'avant. Et le prénom endogène de Jérôme Fadonumbo, c'est lequel? Mon prénom, c'est Zinsou. Ah, donc je l'avais bien dit alors. Vous aviez deviné. Je mérite un banc. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant, c'est donc le prénom endogène de ce jour sur l'émission Grand Point de TPC Plus TV. Guillaume, lui, il a nom indigène. Finayon, il m'a soufflé ça à l'oreille. Il est Finayon, lui, Guillaume Moukari. L'autre, c'est Yedenou et Dossa. Les deux ensemble, c'est Félicien Bono. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette émission Grand Point sur TPC Plus TV ce lundi. Alors que la communauté musulmane est en fête, le Ramadan. Asil. Oui, monsieur Mathieu. Jusque-là, je n'ai rien eu. Parce que je me rappelle, le vendredi, on était ensemble, vous m'avez dit qu'il y aura des invitations qui vont peut-être venir après. Mais jusque-là, je n'ai rien eu. La fête du Ramadan. Mes amis musulmans ne m'ont pas encore appelé. Non, on attend peut-être J'attends avant la fin ce de que la ça journée. va donner. Jérôme Fadonumbo? Je n'ai pas aussi reçu des invitations. Jusque-là, non. Oui. On va compter sur la bonne foi et la générosité de ces musulmans d'ailleurs qui vont dire, ne vont pas cesser de nous. Si le premier pas a été fait, bien évidemment. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans cette ambiance que nous refermons les portes de fenêtre de cette émission Grand Point ce lundi. Alors, nous souhaitons à tout un chacun de vous un très bon début d'un fructueux mois. À tout un chacun de vous, puisque grâce à vous, nous existons dans la paix, la tranquillité, l'abondance de la grâce divine pour tout un chacun de vous. Que la paix règne, la santé de fait inoxydable parce que nous l'avons besoin. Matin, midi et soir, que vos kwabos ne dorment jamais. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et bonne journée à vous. Au revoir.